La Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones comme cadre pour la réconciliation. Les peuples autochtones du Canada ne sont pas les seuls au monde à avoir subi des mauvais traitements par les autorités coloniales et les gouvernements colonisateurs. Les mauvais traitements du passé infligés aux peuples autochtones et l'accaparement des terres et des ressources des Autochtones partout dans le monde ont attiré l'attention des Nations unies depuis des années. Le 13 septembre 2007, après environ 25 ans de débats et d'études, l'Organisation des Nations unies a adopté la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. En tant que déclaration, elle demande aux États membres d'adopter et de maintenir ces dispositions comme série de normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde. La Commission rejoint l'opinion de S. James Anaya, rapporteur spécial de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, qui constatait que il vaut peut-être mieux prendre la déclaration et le droit qu'elle proclame comme des instruments de réconciliation. Au sens propre, l'autodétermination est une force animant des efforts de réconciliation, mieux dit peut-être de conciliation, avec des peuples qui ont souffert de l'oppression des autres. Elle demande de faire face à l'héritage des empires, de la discrimination, de l'étouffement culturel et de les renverser. Elle ne le fait pas pour reporter la vengeance ou la rancune des dommages passés, pour fomenter la division, mais pour construire un ordre social et politique basé sur les relations de compréhension mutuelle et de respect. Le Canada, en tant que membre de l'Organisation des Nations unies, avait d'abord refusé d'adopter la déclaration. Il adoptait ainsi la même position que les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas une coïncidence que toutes ces nations ont une histoire commune en tant que partie de l'Empire britannique. Le traitement historique des peuples autochtones dans ces autres pays évoque un véritable parallèle avec ce qui est arrivé aux peuples autochtones du Canada. Plus particulièrement, le Canada s'est expressément opposé aux dispositions suivantes de la Déclaration. Dispositions relatives aux terres, aux territoires et aux ressources, au consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause lorsqu'interprété comme un droit de veto, à l'autonomie gouvernementale sans reconnaissance de l'importance des négociations, à la propriété intellectuelle, aux questions militaires, à la nécessité de trouver un juste équilibre entre les droits et les obligations des peuples autochtones, des États membres et des tiers. Bien que ces 4 pays aient finalement appuyé la déclaration, ils l'ont tous fait à certaines conditions. En 2010, le Canada a appuyé la déclaration en tant que document d'aspiration qui est juridiquement non contraignant. Malgré cet appui, nous sommes persuadés que les dispositions et la vision de la déclaration n'obtiennent pas à l'heure actuelle la reconnaissance du gouvernement. Par contre, puisque le Canada a accepté la déclaration, nous demandons au gouvernement fédéral de tenir sa promesse en vue d'aspirer à réaliser les dispositions de la déclaration. En 2011, les Églises canadiennes et les groupes de revendication en matière de justice sociale qui avaient fait campagne pour l'adoption de la déclaration par le Canada ont exhorté le gouvernement fédéral à la mettre en œuvre. L'interprétation de la déclaration par le Canada demeure toutefois inchangée. Le 22 septembre 2014, à la Conférence mondiale sur les peuples autochtones, tenue à New York, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté un document final orienté sur l'action pour guider la mise en œuvre de la déclaration. Les États membres de partout dans le monde se sont engagés, entre autres, à prendre en consultation et en coopération avec les peuples autochtones des mesures appropriées au niveau national, y compris des mesures législatives et administratives et des mesures de politique générale, pour atteindre les objectifs définis dans la déclaration et pour y sensibiliser tous les secteurs de la société, notamment les parlementaires, les magistrats et les membres de la fonction publique. Nous nous engageons à coopérer avec les peuples autochtones par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives en vue d'élaborer et de mettre en œuvre des plans d'action, des stratégies ou d'autres mesures de portée nationale, le cas échéant, pour atteindre les objectifs de la déclaration. Et aussi, encourageons le secteur privé, la société civile et les établissements universitaires à participer activement à la promotion et à la protection des droits des peuples autochtones. Le document final représentait un progrès important sur le plan de la mise en œuvre de la déclaration en termes pratiques.
L'élaboration de plans d'action, de stratégies et d'autres mesures concrètes à l'échelle nationale fournira les cadres structurels et institutionnels nécessaires pour s'assurer que le droit à l'autodétermination des peuples autochtones est réalisé partout dans le monde. Le Canada a émis une déclaration officielle à la CMPA, s'opposant à certains articles du document liés au principe de l'obtention du consentement préalable donné librement et en connaissance de cause des peuples autochtones lorsque les États prennent des décisions qui auront une incidence sur leurs droits ou leurs intérêts, notamment le développement économique de leurs terres. Le Canada a déclaré « Le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause, comme décrit aux articles 3 et 20 du document de dénouement de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones, pourrait être interprété de manière à donner un droit de veto aux peuples autochtones et à cet égard, il ne peut être concilié avec le droit canadien actuel. Il ne peut pas non plus appuyer les termes de l'article 4, étant donné que le droit canadien reconnaît que l'État peut justifier une atteinte aux droits ancestraux et aux droits issus de traités s'il se soumet à un examen rigoureux visant à concilier les droits ancestraux avec l'intérêt public plus général. Cette composante du droit canadien a récemment été confirmée dans le cadre d'une décision de la Cour suprême du Canada. Dans une déclaration publique, les leaders autochtones et leurs sympathisants ont affirmé que les préoccupations du Canada n'étaient pas fondées, soulignant ce qui suit. La notion voulant que la déclaration puisse être interprétée comme conférant un droit de veto absolu et unilatéral a été soulevée à plusieurs reprises par le Canada pour justifier son opposition permanente à la déclaration. Cette affirmation n'a toutefois aucun fondement, que ce soit dans la déclaration de l'ONU ou dans le corpus plus large du droit international. Comme les normes de compromis et d'accords établis par la Cour suprême du Canada, le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause dans le droit international, est appliqué en proportion du potentiel d'atteinte aux droits des peuples autochtones et de la force de ces droits. Le mot « veto » n'apparaît pas dans la déclaration de l'ONU. Le Canada ne cesse d'affirmer que les peuples autochtones n'ont pas voix au chapitre dans le développement de leurs terres. Cette position n'est pas cohérente avec la déclaration de l'ONU sur le droit des peuples autochtones, les décisions de ses propres tribunaux ou avec l'objectif de réconciliation. Au sujet de l'importance de la déclaration pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada, le grand chef Edward Jones, chef héréditaire de la nation Tladens, dans le nord de la Colombie-Britannique, a expliqué ce qui suit. Nous luttons depuis des générations pour la reconnaissance de nos droits. Nous avons lutté pour notre survie, notre dignité et notre bien-être. Et la lutte continue. Le refus du Canada de reconnaître les droits territoriaux des Premières Nations est bien en deçà des normes minimales soutenues par la Déclaration et démontre un manquement manifeste par le Canada de mettre en œuvre ses obligations en matière de droits de la personne. Les excuses du premier ministre Harper pour le rôle joué par le Canada dans le système des pensionnats reconnaissaient que la politique d'assimilation était mauvaise et qu'elle n'avait pas sa place dans notre pays. Pourtant, la politique du Canada qui consiste à nier les droits des Autochtones et les titres ancestraux repose sur la même attitude d'assimilation. Il est temps de mettre de côté cette attitude et ces politiques qui en découlent. La déclaration prévoit la création de nouvelles relations fondées sur la reconnaissance et le respect des droits de la personne inhérents au peuple autochtone. La CRV voit la réconciliation comme un processus continu visant à établir et à maintenir des relations respectueuses à tous les niveaux de la société canadienne. Voilà pourquoi la Commission croit que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones est le cadre approprié sur lequel devrait reposer la réconciliation dans un pays bien ancré dans le 21e siècle comme l'est le Canada. Le fait d'examiner la déclaration afin d'identifier les répercussions qu'elle pourrait avoir sur les lois, politiques et comportements de l'État pourrait également permettre au Canada de proposer une vision plus globale de la réconciliation, une vision qui engloberait tous les aspects des relations entre les Canadiens autochtones et non autochtones. Cette même vision pourrait également être utilisée pour définir la norme de réussite au niveau international que pourraient ensuite utiliser les autres nations hésitantes.
Le droit des Autochtones à l'autodétermination doit également être intégré dans le cadre constitutionnel et juridique canadien, ainsi que dans les institutions canadiennes représentant les citoyens. Mais cette intégration doit cependant être effectuée conformément aux principes et aux normes énoncées dans la Déclaration. Au Canada, par exemple, les Autochtones ont des droits ancestraux ainsi que des droits issus du traité. Ainsi, ils ont le droit d'accéder à leurs propres lois et systèmes de gouvernance et de les revitaliser lorsque cela touche tant leur collectivité que les négociations avec les gouvernements. Ils ont également le droit de protéger et de revitaliser leur culture, leur langue et leur mode de vie. Et finalement, ils ont le droit d'obtenir réparation sur les préjudices subis. En 2014, la Cour suprême du Canada a jugé que les Chincoteague avaient des droits ancestraux sur leurs terres dans le nord de la Colombie-Britannique, ainsi que des droits de propriété semblables à ceux associés à la propriété en fief simple, y compris le droit de déterminer l'utilisation des terres, le droit de jouissance et d'occupation des terres, le droit de posséder les terres, le droit aux avantages économiques que procurent les terres et le droit d'utiliser et de gérer les terres de manière proactive. La Cour a précisé que les gouvernements et particuliers qui proposent d'utiliser ou d'exploiter la terre, que ce soit avant ou après une déclaration de titre ancestral, peuvent éviter d'être accusés de porter atteinte aux droits ou de manquement à l'obligation de consulter adéquatement le groupe en obtenant le consentement du groupe autochtone en question. En raison de l'augmentation des conflits portant sur les terres, les ressources et le développement économique, la réconciliation doit cependant aller au-delà des pensionnats et inclure tous les aspects des relations entre autochtones et non-autochtones, ainsi que des liens avec la terre. C'est pour cette raison que nous jugeons essentiel que tous les ordres du gouvernement acceptent la déclaration. La Commission exhorte donc le gouvernement fédéral à revenir sur sa position et à accepter entièrement le document final. Nous croyons aussi que le gouvernement fédéral devrait également élaborer un plan d'action national de mise en œuvre de la déclaration. Un plan conforme aux directives émises par la Cour suprême du Canada qui permettrait également de réaliser la réconciliation. Appel en action. 43. Nous demandons au gouvernement fédéral, provinciaux et territoriaux, de même qu'aux administrateurs municipaux, d'adopter et de mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones dans le cadre de la réconciliation. Nous demandons au gouvernement du Canada d'élaborer un plan d'action et des stratégies de portée nationale, de même que d'autres mesures concrètes pour atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.